On va aborder, on va rentrer dans le vif du sujet avec le livre, mais auparavant, juste quelques petits mots. Donc, pour rappeler brièvement votre itinéraire et vos ouvrages. Donc, vous êtes romancière, diplômée de la faculté de médecine de Strasbourg et spécialisée en suivi gynécologique de prévention et contraception, c'est ça? Entre autres. Ainsi qu'en accompagnement continu émotionnel. Aussi. C'est ça. Ouais. Et allaitement. Voilà, vous avez été sage-femme libérale donc en Alsace à Obernai et vous êtes l'épouse d'un agriculteur et mère de 3 enfants. Et vous êtes aussi ambassadrice du don du sang. Et vous êtes, et là j'y tiens particulièrement, vous êtes aussi fille d'instituteur qui vous racontez des histoires tous les soirs. Au moins un point en commun. Et on retrouve beaucoup de similitudes. Vous commencez à écrire en 2005 pendant la maladie de votre fils Nathanaël, souffrant d'une leucémie. Et pour répondre aux questions que posaient tous ceux qui se préoccupaient de Nathanaël, vous tenez un bulletin hebdomadaire pour présenter à la famille, parce que vous n'avez pas trop de temps, vous êtes au chevet de votre fils, et puis vous confiez au professeur Lutz, je crois, la lecture, qui vous dit vous avez un don pour l'écriture, c'est fameux, il faut l'éditer, c'est ça, hein, et l'éditer tel que ça c'était pas possible, mais c'est ce qui vous donne quand même l'allant pour écrire. Et depuis, vous n'avez jamais lâché la plume. Alors bon, je rappelle brièvement Marie d'en haut en 2011, votre premier ouvrage qui a remporté le prix coup de cœur des lectrices du roman Femme actuelle. Juste avant le bonheur, prix des maisons de la presse, Par avec lui, On regrettera plus tard. Il est traduit en 12 langues. De tes nouvelles en 2017. Alors tous les livres, on va essayer de les présenter ici. Dans le murmure, Les feuilles qui dansent. En 2018. En 2020, on entendra peut-être vous rejoignez Flammarion, qui est publié Se le dire enfin, qui vient de sortir en livre de poche. Et vous écrivez également des livres pour enfants, Le petit arbre qui voulait devenir un nuage, illustré par Félix Pillot, que l'on va retrouver, puisque je passe les autres qu'on va retrouver avec le dernier, qui s'appelle Le Petit Pousset, qui est une adaptation du conte de Grimm, illustré par Frédéric Pillot. C'est un grand album. Ouais, voilà. C'est une réécriture du Petit Pousset, on en dira un mot, on peut peut-être lire un passage. Parce que c'est d'écrire plein de livres, on est très long. Hein. Donc, votre livre, La toute petite reine, est votre 8e roman et s'inspire d'une histoire toute personnelle, un accident en 2015 avec votre mari. On ne va pas tout dévoiler, alors c'est difficile parce qu'il y a aussi un aspect policier dans la trame, donc c'est difficile, on va s'arrêter quand même au milieu, même si certains, j'imagine, d'entre vous l'ont déjà lu, mais on va donner le ton et le départ de cette histoire. Donc ce 8e roman, très personnel, intitulé La toute petite reine, s'ouvre sur un drame, un accident de voiture que vous avez vous-même vécu en 2015. Une valise oubliée, un chien et 2 personnages que le destin va lier, donc Capucine et Adrien, qui vont avoir l'occasion de se rencontrer dans le hall de la gare de Strasbourg. Capucine est bouleversée, sa sœur vient lui annoncer qu'elle arrête les médecines. Elle en oublie sa valise sur le quai de la gare. Évidemment, en cette période, immédiatement, les forces de sécurité interviennent. Et Adrien, le maître chien, arrive et il y a un flash, quelque chose qui se passe immédiatement entre ces deux personnages. On sent des êtres fragiles, je vais dire ça comme ça. Voilà. Sensible. On va en parler d'hypersensibilité, des choses comme ça, parce que c'est intéressant. Alors, dire aussi, pour situer le contexte, que Capucine a perdu ses parents
Hein, elle est la sœur, qui a perdu ses parents dans un accident de voiture 11 ans auparavant. Sa sœur, Adélie, que j'appelle toujours Adélie, voilà, c'est ça. Est, voilà, donc c'est aussi c'est une histoire de rencontre, ce livre, je trouve. Est-ce que la rencontre, d'ailleurs, je crois que en exergue du livre, tous les chapitres, c'est des petits chapitres, c'est très agréable à lire. Moi, je trouve c'est le premier livre que je lis, et du coup, je mets petit à petit dans les autres. Vous dites, c'est souvent dans la solitude que se préparent les rencontres. C'est Charles Pépin, le philosophe contemporain, qui dit ça. Et ces rencontres, en définitive, puisque la rencontre principale, j'allais dire les héros, c'est pas les héros dont il s'agit, puisque c'est des êtres tout simples de la vie, Adrien et Capucine, mais tout au long du livre, on va retrouver, moi ce que je trouve fabuleux, j'imagine, vous aussi, ce sont les personnages qui sont tous, qui ont une vraie personnalité. Je ne sais pas si vous souvenez de Bertrand, qui est l'oncle, qui va rentrer aussi dans cette histoire. Voilà, c'est des chapitres, des rencontres. Voilà, puis après je vous donne la parole, parce que je suis un peu long. Donc la phrase de Charles Pépin en exergue, moi je l'ai relue après avoir fermé le livre, c'est souvent dans la solitude que se préparent les rencontres. Est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la solitude et des rencontres? Merci. Je ne sais pas que c'est un débat philosophique. Non, on peut rentrer dans le... Non, mais c'est intéressant de partir sur ça, parce que c'est vrai que je pense que tous mes romans partent des rencontres, et je pense que la vie en elle-même, mais pour tout le monde, est issue des rencontres, puisque j'ai souvent tendance à dire qu'on est comme des arbres. Quand on arrive, on est le tronc avec des racines, et puis après il y a les branches qui vont pousser, et selon les choix qu'on fait, la branche va partir dans telle direction, et on est un peu la somme de nos choix, et les choix sont aussi fonction des rencontres. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces rencontres-là? On peut les laisser passer, si on sent qu'elles ne sont pas forcément bonnes, si on sent qu'elles peuvent être peut-être malveillantes, etc. Ou on peut les saisir et puis en faire quelque chose. Et c'est exactement ce que va faire Adrien sur le quai de la gare avec Capucine. En fait, c'est son chien, surtout, qui va... Voilà, Bloom, c'est le chien détecteur de bombes. Et lui, il n'a rien trouvé dans la valise, mais il va trouver quelque chose au fond de Capucine, parce qu'il lui tourne autour de façon un petit peu bizarre. Et donc, Adrien le laisse y aller, et il va essayer de réconforter cette Capucine qui pleure sur le quai de la gare. Et donc Bloom, c'est un chien hypersensible aussi, plus humain que certains humains, je me dis. Et c'est lui qui va être un peu le trait d'union entre les deux. Mais ça intrigue Adrien de se dire, mais pourquoi ce chien réagit comme ça? Et alors, le hasard, comme dit Einstein, c'est Dieu qui se promène incognito, fait que Adrien va retrouver Capucine 15 jours plus tard dans le cabinet de la psy que lui va consulter, parce qu'elle consulte le psy qui est c'est un couple de psy, et là il se dit ça n'est plus un hasard. Alors le couple de psy va aider un petit peu, donner un tout petit coup de pouce à la suite de ce hasard qui n'en est pas, pour faire en sorte, de façon extrêmement déontologique, je le précise, qu'ils puissent se rencontrer encore une fois. Et voilà, et c'est parti. Et en fait, ils vont se faire à courte échelle l'un et l'autre, et chacun guérir de leurs propres blessures et de leurs propres traumatismes à travers la présence de l'autre et la rencontre de l'autre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la vie, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos rencontres, qu'est-ce qu'on fait du lien entre les humains. Et parfois, il y a quelque chose qui se passe, parfois, il n'y a rien, mais quand il y a quelque chose qui se passe, ça peut être très intéressant. Et de la solitude naissent les rencontres. Oui. Hein, c'est un peu ça, quand même. Alors là, oui, parce que, en fait, quand on est comblé par son entourage, par les gens qui sont présents autour de vous, on n'a pas forcément besoin d'aller vers les autres. Alors que quand on a soit des besoins intenses,
soit une vraie solitude, on va être plus ouvert aux autres. Alors, je parle de besoins intenses parce que je suis encore en train de trouver des choses sur l'hypersensibilité. Et en fait, quand j'étais sage-femme, je ferme mon stylo, sinon il va sécher. Quand j'étais sage-femme, je faisais de l'accompagnement à l'allaitement. Et donc, je voyais beaucoup de bébés petits, mais dans les semaines suivantes, pas que à la maternité. Et en fait, il y avait des bébés, et j'avais appris en formation qu'il y avait des bébés aux besoins intenses. C'est-à-dire que c'était des bébés qui pleuraient beaucoup, qu'il fallait beaucoup prendre dans les bras pour les réconforter, plus que d'autres. Et en fait, il y a quelques années, j'ai pris conscience de ce qu'était l'hypersensibilité en faisant des recherches pour mes propres enfants, parce que je trouvais qu'il y avait un truc chez eux, et j'ai compris que moi, j'étais hypersensible aussi. Et je suis en train, là, depuis très récemment, à faire le lien entre ces bébés à fort besoin. Et je pense que les adultes hypersensibles sont aussi des adultes à besoins intenses. Et donc, ça rejoint aussi ce besoin de rencontre, de un peu combler ses failles, de réconfort, de tendresse. Voilà. Donc tout ça, c'est passionnant parce que ça crée des jolies choses. Est-ce qu'on est des êtres hypersensibles? Est-ce qu'on est c'est le... Ou est-ce qu'on le devient? Entre l'inné, est-ce qu'on le devient? Est-ce qu'on peut le devenir? Parce qu'on a des blessures, de l'œil. Alors, c'est la grande question. Est-ce qu'on est hypersensible ou est-ce qu'on le devient? Je pense qu'il y a un petit peu des deux, mais je pense qu'il y a quand même une dimension intrinsèque qui fait que voilà, ça rejoint les bébés aux besoins intenses. Pourquoi tel bébé va avoir plus besoin qu'un autre de câlin, de présence, de réconfort? Je pense que c'est pas encore connu. On en parle depuis pas assez longtemps pour avoir vraiment des données. Et puis l'hypersensibilité revêt aussi des formes très différentes. Voilà, donc, mais on avance dans ce domaine-là. Et dans le domaine des soignants, ça a beaucoup évolué. Quand on pense à des proches qu'on a dû accompagner, même je pense à des bébés à qui on parle, même en souffrance, ou des personnes âgées qui sont en phase terminale, l'importance qui est donnée à leur parler, à la présence, toucher. Vous avez des passages qui sont, moi j'ai beaucoup aimé la partie sur nos mains. Vous dites nos mains ont un langage. Ce qui est vrai, on dit toujours. Mais il y a, ça fait pas longtemps que je me suis rendu compte de cette hypersensibilité, mais depuis toujours j'avais l'impression d'être un peu étrangère à ce monde et à pas comprendre certains comportements humains, entre autres de manque d'empathie. Et en fait, je pense que tout le monde n'est pas comment je vais dire ça, n'a pas la même capacité à donner de l'empathie. Et c'est vrai qu'on retrouve dans certaines professions. Après, en médecine, il y a des gens qui ont beaucoup d'empathie, il y a des gens qui n'en ont pas du tout. Et ça peut être dramatique. Voilà, moi, j'ai vu quand j'étais en formation à l'école de sage-femme, j'étais en première année en stage de cardio, un homme mourir sur son lit. Bon, c'était la fin, il était condamné, mais il était très agité, ils l'ont attaché et personne n'était là à côté de lui. Moi, j'étais terrorisée, je ne savais pas quoi faire, quoi. Et après coup, je l'ai regretté. Je me suis dit, mais j'aurais dû aller lui tenir la main. Alors, j'étais toute jeune étudiante et puis sidérée par la situation, mais je me dis, il y a des choses comme ça qui se passent. Alors que spontanément, moi, je vais avoir tendance à aller réconforter quelqu'un ou accompagner quelqu'un. Et voilà, donc c'est des choses à creuser, y compris dans les études, à travailler dans les études de médecine. Et voilà, après, si on est totalement dénué d'empathie, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Et ça me fait penser, là vous avez parlé de Diane et Denis, qui sont le couple de psy, qui vont forcer un peu le destin. Donc vous dites quelque part dans le livre que les psys c'est important. Oui. C'est important. Mais oui, mais alors moi ça fait depuis la mort de notre fils que je suis suivie plus ou moins régulièrement. Parfois je fais des pauses, parfois je change. Donc j'ai essayé différentes sortes de thérapies.
Et j'ai aucun problème à en parler, parce que moi, ça me fait un bien fou. Et là, j'ai été suivie pendant plusieurs années par une psychologue clinicienne à Strasbourg. J'ai arrêté parce que je sens que ça va mieux, et voilà. Et puis peut-être que dans un an, j'y retournerai. Et c'est encore assez mal vu. Il y a encore des gens aujourd'hui qui disent non, c'est pour les fous. Ça sert à rien. Ou ça sert à rien, ou voilà. Alors que non, ça fait. Je pense qu'on a tous des failles quelque part, des choses, même si c'est minime, mais c'est rare les gens qui vont très bien depuis toujours et qui n'ont aucun problème. Alors que voilà, moi j'encourage vraiment les gens quand ils sont pas trop bien, alors quand ça va bien, c'est sûr que c'est pas forcément nécessaire, mais il suffit parfois une petite étincelle, quelque chose qui fait que on se sent pas bien et puis ben, on est dans le marasme, dans la tristesse et ben, il faut aller consulter parce qu'il y a des gens qui sont formés pour ça et qui vont pouvoir vous accompagner. Il faut trouver le bon ou la bonne, c'est ça. Mais il faut essayer, pour ça il faut essayer. Et il n'y a pas de honte du tout à le faire. D'ailleurs, je suis contente parce qu'ils viennent d'annoncer que ça allait être en partie remboursé, psychologue, donc ça c'est important. Et voilà, donc n'hésitez pas, allez-y, ça fait du bien. Vous avez parlé de Bloom qui accompagne Adrien, donc les animaux ont un pouvoir, à votre avis, on sent tout au long ils perçoivent avant, c'est important. Est-ce que certains animaux accompagnent au même titre que des hommes et des femmes? Alors, plus ça va, plus je connais les animaux et plus je me dis c'est dingue quand même ce qui se passe. Déjà les chats, ils sentent tout de suite quand ça va pas, donc ils vont venir vous tourner autour ou voilà. Moi, j'ai vécu une expérience assez dingue parce que. Alors vous allez peut-être me prendre pour une illuminée, mais c'est pas grave, j'assume. En fait, on a acheté une maison vosgienne pas très loin d'ici, il y a 1 an et demi, et il y a un géobiologue qui est venu pour neutraliser les ondes autour et tout, et il travaille un peu sur les entités. Donc les entités, c'est des âmes qui flottent un petit peu là, qui n'ont pas été libérées pour partir dans leurs autres sphères. Et on est sur un haut lieu de bataille en plus de la Deuxième Guerre, donc je pense qu'il y a du monde là-haut. et donc cet ami travaille sur moi, et en fait, pour enlever cette entité que j'avais sur moi, et on a un chat, une chatte, Lisette, et en fait, tout le temps du soin, elle m'a tourné autour, mais elle était là, mais elle n'avait jamais fait ça, et je me suis dit, c'est quand même fou, parce que je pense qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose... Et voilà, et je pense que les animaux soignent. Et on a aussi 2 chevaux. Et en fait, c'est très marrant parce que on a. Alors, ils ont leur caractère, hein, mais on a une voisine qui prend un petit enfant autiste régulièrement, de 5 ans. Et l'autre jour, on fait un peu de l'équithérapie, donc il est venu l'autre jour, et en fait, il a passé une demi-heure à jouer avec les naseaux du cheval, à circuler quand le cheval il soufflait de l'air chaud, et le cheval ne bougeait pas. Et elle disait pareil avec ses ânes, les ânes, ses enfants à elle, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais avec cet enfant-là, eh ben, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je suis sûre que les animaux sentent nos émotions à nous et le fluide qui émane de nous et s'y adapte. Et c'est magique. J'évoquais tout à l'heure la personnalité de Bertrand. Alors Bertrand, c'est le frère. C'est le frère du défunt, c'est l'oncle des 2 jeunes filles. Et en fait, il n'a pas pu s'occuper d'elles quand il y a eu cet accident de voiture et quand elles sont devenues orphelines, parce qu'il avait un problème d'alcool, parce qu'il était célibataire, parce qu'il ne cochait pas du tout les cases pour la société. Et puis Capucine était tout juste majeure, donc elle s'est occupée de sa petite sœur, mais il est resté très présent pour elle, et c'est un poète. Il écrit des poèmes. Il aime les jardins, il aime les fleurs. Il a l'impression d'être passé à côté de quelque chose, parce que à travers les thèmes que vous abordez dans le roman, il y a aussi l'intelligence, la formation. C'est vraiment intéressant. On n'en a pas parlé tout à l'heure, j'avais prévu 2 petits extraits, peut-être pour donner le ton. Hein. C'est l'oncle Bertrand qui parle, et qui parle des filles. Donc,
L'une s'écroule quand l'autre renonce à sa réussite. Je raccroche le cœur serré. Capucine et Adélie comptent plus que tout à mes yeux. Je me suis souvent demandé si leur existence serait un jour sereine. Ce n'est pas gagné. Tant de haut, tant de bas. Et moi, témoin muet de leur combat. Il y en a eu des crises durant toutes ces années. Des petites et des grandes qui durent 1 heure ou des années. L'adolescence d'Adélie n'a pas été de tout repos. Capucine a tout pris sur elle pour tenir. Aujourd'hui, elle ploie comme un jeune arbre de printemps qui a dû affronter l'hiver. D'énormes flocons qui tombent trop tôt sur des branches encore fragiles. Je me sens impuissant. La petite n'a pas sollicité mon avis pour prendre sa décision. La grande défaille sans que j'aie rien vu venir. Et elle voudra s'en sortir seule, comme elle l'a toujours fait. Boule de courage et de détermination, firant à l'acharnement sourd et aveugle face aux mises en garde des autres pour ne pas perdre la face, se montrer à la hauteur. Peut-être devrais-tu, tu ne crois pas que, as-tu essayé de... Fais attention à rien y fait, elle est entêtée au détriment d'elle-même. J'irai quand même la voir, parler un peu, faire rouler la voiture de Jean-Baptiste à laquelle elle ne veut toujours pas toucher, préparer certains arbustes pour la période hivernale, entretenir son jardin. Si elle en connaît toutes les fleurs, les bichonne, les soigne, elle me laisse m'occuper du petit potager que je leur ai installé il y a 10 ans. Elle affirme que je suis le seul à être capable d'obtenir des légumes qui ressemblent à des légumes. J'avoue, j'ai un certain talent en ce domaine, hérité de mon grand-père qui passait ses journées dans son coin de terre. Il m'a tout appris. J'y trouve une occasion de passer du temps avec elle, pour la liaison, même en silence. Quand nous jardinons ensemble, nous communiquons par fleurs interposées. Observer les tournesols le long de la clôture et se dire qu'ils ont raison de choisir la lumière. Laisser se ressemer les plants de bourrage d'année en année et accepter qu'ils s'installent plutôt au gré du vent que de notre volonté. Ne pas arracher les jeunes pousses d'Achille millefeuille et avoir la patience d'attendre les fleurs pour en saisir les vertus. Voilà mon rôle, être là quand mes nièces en ont besoin, m'effacer le temps du reste. C'est ce que mon frère aurait souhaité, je ne pouvais pas faire plus, j'aurais tant voulu pourtant. Et oui, il y a d'autres passages comme ça. Ça me fait penser au... J'en reviens, je suis un peu désordonné, hein, mais ça fait rien. Le premier chapitre où on a comme ça ce personnage de Jean, hein, je crois, Jean Petitgenet et Madeleine qui introduisent en fait l'histoire, qui est peut-être une rencontre non aboutie. Ou alors elle est sentiment là-dessus. Jean et Madeleine, c'était une vraie rencontre, mais qui n'a pas pu se concrétiser. C'est ça. Mais c'est un amour inachevé. Inachevé, ouais. Mais il y a quand même la maison qui est là. Il y a cette maison qui est là, et alors c'est des chapitres à part, mais on va comprendre qu'il y a quelque chose avec cette maison. Mais au départ, je voulais faire parler la maison. Puis après, je me suis dit non, je vais faire parler ce vieux monsieur qui garde tous ses souvenirs et tous ses rêves, surtout. En fait, il rêvait de vivre avec Madeleine dans cette maison, et puis le destin, on a décidé autrement. Mais il a un rôle... Moi, j'aime bien mettre des personnes âgées dans mes livres, parce que, et puis des enfants, et enfin toutes les générations, parce que c'est aussi la vie, ça. C'est entre les rencontres et un mélange de générations comme ça qui s'apportent les uns les unes les autres, des choses importantes. Oui, et on comprend la construction en fait, des chapitres est très subtile et très habile. On passe comme ça et on comprend mieux Jean et Madeleine. On comprend mieux sur. Ouais, c'est là qu'il faut pas se croire. On passe surtout des quoi que ce soit. En fait, cette histoire de toute petite reine, c'est en grande partie une histoire de sacrifice, en fait. Hein. C'est le sacrifice de Capucine. Donc oui, pour resituer ce qui m'a donné envie d'écrire cette histoire, cet accident de voiture qu'on a eu en 2015 avec mon mari et une amie, on a failli mourir. Hein. Une seconde près, on était morts tous les trois. Et en fait, moi, on n'a pas été blessés. Merci la voiture et les airbags, mais pendant une semaine, moi, j'ai pas dormi parce que notre fils était à la maison, tout juste majeur, et il gardait sa petite sœur de 6 ans. Et
Et pendant une semaine, moi, le traumatisme, ça a été, mais qu'est-ce qu'ils auraient fait si on était mort dans l'accident? Quelle aurait été sa vie à elle, à lui? Il devait renoncer à tout, ou alors il s'en serait peut-être pas occupé, mais alors qui? Et donc c'est extrêmement traumatisant quand on a survécu à quelque chose, de se projeter après sur et si. C'est pas bien, faut pas le faire, mais c'est difficile de ne pas faire autrement. Et donc pendant longtemps, je pense que j'ai eu ça en moi à me dire il faut que j'en dise quelque chose de cette histoire. Et donc j'ai construit cette décision de Capucine de prendre soin de sa petite sœur. Et donc elle lâche tout, elle venait de réussir médecine, elle renonce. C'est pour ça aussi qu'elle défaille le jour où sa propre sœur lui annonce qu'elle arrête médecine. Elle arrête ses rêves à elle. Et c'est ça qui la met par terre. Et Adrien, c'est aussi une histoire de sacrifice, puisque lui a vécu un traumatisme, il était militaire. Qui l'a lu, en fait, que je... Ah, ça va. Alors, je peux quand même faire un peu de teasing. En fait... Non, je raconte pas. Non, donc Adrien, en fait, est un ancien militaire qui faisait partie de l'opération Barkhane au Mali et qui a eu un accident d'hélicoptère. Alors, vous en avez sûrement entendu parler, puisque l'actualité est revenue au devant de la scène, puisque le caporal-chef Maxime Blasco est mort le 24 septembre. Et il faisait partie de ce sauvetage en hélicoptère. Je vais lui dédier le roman pour les réimpressions et poches, parce que en fait c'est Pierre dans le roman. Pierre, c'est un tout petit bout de personnage, mais c'est lui qui sauve Adrien quand je raconte la scène dans le désert du Mali. Et ça m'a beaucoup touchée d'apprendre son décès, parce que j'avais l'impression de le connaître, parce que j'ai visionné le reportage de France 2 qui leur avait été consacré une dizaine de fois pour prendre des notes, pour essayer de comprendre, pour essayer de me mettre à leur place, même si c'est absolument impossible. Mais c'est un accident qui a eu lieu, c'est un hélico qui s'est fait abattre par les djihadistes, et l'autre hélico est venu les secourir, mais dans une situation complètement dingue. Je vous encourage vraiment à regarder le reportage, parce qu'il est incroyable, et au point que un des militaires, donc en l'occurrence Adrien, j'ai changé les prénoms, mais a roulé sur lui pour essayer d'atteindre l'hélico, pendant que l'autre essayait de sauver son coéquipier. Il les a mis sur le train d'atterrissage, pas attachés, rien, ils ont décollé comme ça. C'est quelque chose que... Enfin, moi j'ai une admiration, mais sans faille, pour eux, quoi. Et donc j'avais envie aussi de leur faire une place. Quand j'avais vu ce reportage, je m'étais dit, je veux en faire quelque chose. Donc... comme ça rejoignait le sacrifice de Capucine, sacrifice des militaires, qui parfois sacrifient leur vie. Et donc Adrien, contrairement aux militaires dans la vraie vie, eux ils sont partis au combat, ils sont repartis là-bas. Adrien décide de devenir maître chien pour pas repartir au combat. Et voilà, mais il se pose aussi beaucoup de questions sur son engagement, sur est-ce que ça lui convient vraiment, est-ce que ça ne le détruit pas plus qu'autre chose? Est-ce qu'il a déjà fait sa part et ça suffit et maintenant il peut passer à autre chose? Voilà, tout ça c'est le questionnement d'Adrien. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, je vais encore dire ainsi. Mais oui, et le choc post-traumatique, puisque lui, suite à l'accident, il est en choc post-traumatique, donc il y a un petit travail aussi sur ça par rapport à sa psy. Et je n'en dis pas plus, parce que sinon ça va. Il ne faut pas qu'on se le pas. Non, on est que au début, tout ça on le sait assez tôt. Oui, mais quand vous parlez d'engagement, que je relie au thème de santé, éducation, formation, le thème, il y a un thème qui revient, qui est présent, c'est le thème de l'environnement, puisque, et au fur et à mesure, donc il y a vraiment des thèmes de société. Quand on parle de roman sociétal, c'est aussi un roman sociétal, c'est-à-dire que, là je ne le dévoile pas, mais c'est tous les thèmes. Adélie, en fait, elle arrête médecine parce qu'elle veut s'engager. Elle veut devenir activiste militant pour la cause du climat. Voilà, elle dit, parce que Capucine lui dit, mais tu peux aussi sauver elle dit, je veux sauver la planète. Elle dit, tu peux aussi sauver des vies en faisant médecine. Et elle dit, mais non, mais c'est urgent de sauver la planète. Et donc elle est dans... J'ai quelques figures comme ça
dans la société actuelle, alors on parle beaucoup de Greta Thunberg, mais il y a des Françaises Camille Etienne par exemple, qui est voilà, une activiste, franchement, elle y va, quoi, elle se bat et elle a raison, elles ont raison, et ils ont raison. Et donc, c'est ma part à moi, comme je ne peux pas changer le monde, j'essaie de changer un peu les consciences à travers les thèmes que j'aborde dans mes livres. Et donc, je fais une part importante, effectivement, à ça, à ce combat-là. Alors, pas assez importante à mes yeux, mais je ne pouvais pas non plus développer tous les thèmes à fond. Mais c'est aussi pour ça que je parle du jardin, que je parle Bertrand se rend compte aussi de l'évolution du climat à travers son petit jardin, son petit potager. Il dit, c'est plus comme les autres années, il se passe quelque chose. Voilà, on n'a plus d'insectes sur nos pare-brises. Voilà, l'extinction, la 6e extinction de masse, elle est en cours. Donc, et en fait, moi, ça me révolte parce que en plus, je me disais, avec le Covid, là, ça va changer les consciences. Rien du tout. Rien ne change, au contraire, ça repart de plus belle et les gens recommencent à voyager. Et donc voilà, j'ai pas de solution, moi, en dehors d'essayer de parler de ça dans mes romans et dans les rencontres. Je sais pas, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on court beaucoup, peut-être. Il y a tellement de questions à poser. La première est toujours difficile, poser la deuxième tout de suite. Entre-temps, on peut peut-être parler d'Oscar, non? Alors, Oscar, il ne faut pas trop en parler. Non, mais il est... Parce que c'est difficile de parler d'Oscar. C'est vraiment trop difficile. Piège, on referme. Voilà, donc je vous laisse découvrir Oscar en le lisant, parce que si j'en parle un peu plus, ça va... Ceux qui l'ont lu, c'est impossible d'en parler, on est d'accord. Oui, mais... J'ai pas une question, j'ai une petite remarque et un merci à vous faire. C'est le premier roman que je lis, et je suis plutôt une grande lectrice, qui évoque la ménopause. Et je vous en remercie. Oui, et avec un joli côté, avec un mari qui ne sait pas carapater, qui est présent, qui est tendre, qui est compréhensif et qui est accompagnant. Et voilà, et ça fait du bien. Et bien, c'est bien que vous en parliez, parce que c'est vrai que c'est un sujet important aussi, à mes yeux. Alors, il y a principalement des femmes dans l'Assemblée, mais il y a quelques hommes. Et les hommes sont tout aussi confrontés et impliqués dans ce thème-là. C'est dur, la ménopause, pour les femmes, parce que c'est tabou. On n'a pas le droit d'en parler. La femme ménopausée, il y a une espèce je sais pas, d'image un peu négative, de fin d'intérêt. Enfin, il y a je sais plus redire ce qu'avait dit Yann Moix, mais c'était absolument insupportable. Voilà, une femme de plus de 50 ans en gros n'est pas baisable, n'est plus baisable. Je sais plus si c'était comme ça, mais c'était acabit. Et en fait, les hormones féminines nous embêtent quand même tout au long de notre vie. Et en plus, c'est mal vécu parce que c'est vécu dans le silence. Et puis c'est dur. Moi, je suis en plein dedans. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'en parler. Et je comprends seulement maintenant la situation de ma maman quand je la voyais. Alors elle en a eu une précoce parce que, voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais les bouffées de chaleur, les sautes d'humeur, c'était difficile à vivre. Et pour l'entourage, c'est difficile. Donc j'avais envie de dire, mais ça fait partie de la vie et on peut s'entraider, c'est-à-dire qu'on peut se comprendre, on peut s'aider entre femmes, mais aussi les hommes, quoi. Ce que vous disiez, là, elle a la chance d'avoir un mari qui est accompagnant. J'ai aussi cette chance-là, mais ça peut être vécu différemment. Et puis la prise de poids et le changement de silhouette, c'est pas facile d'avoir vécu 30 ans avec une silhouette et de se voir sans rien pouvoir faire. Donc c'est une espèce d'impuissance comme ça qui fait que une impuissance tue en plus, puisque c'est assez mal vu.
Voilà. Alors moi j'avais envie de dire, déjà c'est quelque chose d'assez douloureux pour certaines, pas pour toutes heureusement, mais pour certaines c'est assez douloureux. Euh, et puis, on reste, je sais pas, on reste au moins aussi importante aux yeux de la société. On n'est pas déclassé parce qu'on est ménopausé. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Et c'est un sujet qu'on aborde très 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 peu. Hein. C'est tabou, comme d'autres choses concernant les femmes, entre autres. Une question de génération, je pense que ça. J'espère, mais la génération actuellement ménopausée qui entre dans la ménopause, c'est pas encore ça. Yann Moix, voilà, par exemple. Bref. Oui, je me disais, est-ce que c'est pas uniquement la ménopause, mais le fait d'accoucher, etc. Est-ce que c'est ce qui rend, j'en suis persuadé, est-ce que c'est ce qui rend les femmes plus fortes, de manière générale? Dans les périodes de crise, dans les moments importants, les femmes sont devant les hommes. Ils assument beaucoup plus. Moi, je pense que c'est pas la même force, en fait. Je pense que c'est pas la même force. Alors, on va pas non plus rentrer dans un débat de genre, parce que c'est plus compliqué. Mais oui, il y a une notion. Je sais pas d'où ça vient, mais il y a peut-être une notion de courage différent chez les femmes. C'est vrai qu'il faut être courageuse pour accoucher. et avec la péridurale maintenant. Oui, avec la péridurale c'est différent, mais c'est quand même une sacrée épreuve. Oui, mais on donne la vie. Ouais, alors c'est un grand débat, mais je pense qu'il y a du courage partout, il y a toutes sortes de courage chez les hommes, chez les femmes. On ne peut pas généraliser, mais c'est vrai qu'il y a je sais pas, j'ai pas de. Là, c'est beaucoup trop long à développer. Est-ce qu'en chacun de nous, on n'a pas une part de féminité? Bien sûr, et de masculinité. Ah oui. On a tous une part de féminin et de masculin. Moi, je pense que j'ai une part de masculin assez développée, par exemple, parce que j'arrive à me mettre à la place de personnages hommes. Yann Bertrand, je crois que c'est deux personnages que vous décrivez très bien. Donc, alors, là, ça rejoint peut-être l'hypersensibilité, parce que j'arrive à capter dans mon entourage des choses assez intimes et assez profondes, parce que j'ai aussi des amis qui se confient à moi, donc je pense que j'arrive à sentir, mais j'ai probablement une part assez masculine aussi en moi. Je jouais au foot dans la cour avec les copains, voilà, plus qu'à la corde à sauter avec les copines. Donc, on a tous comme ça un mélange des deux et voilà, donc je pense que il y a des hommes très courageux, il y a des femmes très courageuses, il y en a qui le sont moins, voilà, mais et l'accouchement c'est une épreuve parmi d'autres, mais il y a des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant qui ont un courage insensé, donc enfin pas insensé dans le sens incroyable, magnifique. Ça dépend du vécu, ça dépend du caractère, ça dépend de plein de choses. Mais à quoi ça tient que, moi j'avais noté dans l'introduction, j'ai inscrit 100% de femmes sur les réservations. Là, je remercie les 3 hommes qui sont là, mais à quoi ça tient? Et puis je voudrais relier à une deuxième question. Qu'est-ce que vous préférez? Quand on dit auteur populaire, qu'est-ce que vous préférez en définitive? Auteur populaire, romancière? Et puis il y a aussi quelque chose qui vous relie, parce que on parle de feel good book, un genre qui est maintenant un genre littéraire, avec Valérie Perrin, avec Jean-Paul Didier-Laurent, vous connaissez, oui. Voilà. Et en définitive, donc pourquoi c'est essentiellement des femmes qui vous lisent, alors que moi, depuis que je vous lis, j'ai tendance à conseiller fermement, parce que vraiment, pour l'hypersensibilité et les hommes. Et la deuxième question, l'auteur populaire.
la case dans laquelle on est. Ouais, pourquoi est-ce que ça vous embête déjà? Alors, Est-ce que ça vous pourquoi gêne? des femmes je pense que, il me semble que dans les chiffres, mais d'une façon générale du roman, c'est 90% de lecteurs qui sont des lectrices. Hein, 4/5, non mais raison. 4/5, voilà. Les hommes ont plutôt tendance à lire plutôt des polars, plutôt des essais. revues. Ça s'inverse. Ça, c'est en train de s'inverser. Ouais, moi, j'adore les polars. Donc, il y a de plus en plus de femmes, mais ils ont un genre où plus les essais. essais documents. Politiques, documents, etc. Mais ça change aussi. Il y a des hommes qui commencent à lire des romans. Moi, j'adore quand sur les rencontres, des hommes viennent en disant j'ai adoré votre livre. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que parfois j'ai des couples où j'ai l'homme qui lit mes livres et la femme qui lit des polars. Donc ça, j'adore parce que ça rebat les cartes un petit peu comme ça. Mais globalement, les romans, c'est surtout des femmes qui lisent. C'est énorme. Nous, les libraires, sans les femmes, on n'existe pas. Voilà. Donc C'est incroyable. C'est comme ça. ça explique. Après, la presse est quand même très genrée, parce que quand vous regardez les premières de couverture, elles sont. Le message, Ça, c'est il est le choix quand des même. éditeurs, ouais. C'est quand même plus. Ouais, féminin, bon, entre guillemets, que masculin. Oui, mais parce que eux, alors la couverture, c'est l'emballage cadeau. Donc on s'adresse à la cible. La cible, c'est principalement des femmes. Donc c'est logique. C'est logique. C'est pour ça que je félicite les hommes qui passent outre et qui vont quand même. Se le dire enfin, j'avais eu de très beaux retours masculins. Puisque le personnage principal, c'est quand même Edouard, c'est un homme. Et d'ailleurs, j'ai quelques divorces. Suite à la lecture. Mais quelque part, j'assume pleinement cette responsabilité-là parce que je me dis que c'était pour du mieux. Il fallait, vous avez vu, Voilà, donc c'est bien. il y a Mais un peu ce sujet qui a abordé. alors oui, Compter les couleurs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un petit, c'est un tout petit livre que j'adore, un préquel ou un spin-off. En fait, ça reprend les deux personnages principaux, enfin deux des personnages principaux de Se le dire enfin, et ça raconte l'enfance, l'adolescence jusqu'à leur rencontre. Dans Se le dire enfin, Édouard et Élise vont se retrouver 33 ans après s'être quittés de leur amour de jeunesse, et en fait, Compter les couleurs, c'est l'enfance et l'adolescence jusqu'à leur rencontre, la toute première rencontre au lycée. Et ça m'a permis de développer un peu plus en profondeur les personnages, parce que dans un roman, vous ne pouvez pas forcément aller trop dans les détails. Et donc j'ai adoré faire ce travail-là. Et ça aborde encore une fois le thème de l'hypersensibilité, puisque Édouard est hypersensible. Même là, moi j'ai lu ça au petit déjeuner ce matin. Vous dites le parti pris d'un roman est de raconter une tranche de vie dans un espace défini avec des personnages et un contexte limité. Donc chacun de nous montre une partie de ce qu'il est à son entourage. La construction de ce livre, de Se le dire enfin, m'offrait la magnifique opportunité de reculer ma caméra pour voir un peu les choses. Et ensuite vous dites, alors bon, ce sujet de l'hypersensibilité me tient à cœur depuis toujours, dans vous expliquer. Et enfin, vous dites à propos du lecteur, je considère qu'un lecteur qui s'identifie à un être de fiction ou à une situation s'offre la possibilité de mieux comprendre son propre fonctionnement. Ben oui, et Se le dire enfin, j'ai plusieurs hommes qui se sont tellement identifiés à Édouard qu'ils ont renversé la table dans leur vie. Ils ont divorcé, ils ont changé de boulot, Ben oui, et c'est la force du roman c'est la force du roman. Mais moi aussi, quand je lis un roman, je m'identifie au personnage et quand vous ressentez ce que peut ressentir le personnage dans telle situation, que ça vous renvoie à quelque chose de vous, ça fait du bien parce qu'on se sent moins seul. Et on se dit, je suis pas le seul, je suis pas la seule à vivre ça, à ressentir ça. Et donc c'est la force de l'écriture en fait, c'est de s'évader, mais c'est aussi de s'identifier à mes yeux et d'avancer. Justement, alors à propos de... Ah oui, les cases. Alors les cases, oui. Alors les feel good. Je sais pas trop quoi dire de ça. Je sais que dans certains articles, on avait dit que j'avais été un peu précurseur de ce style-là avec Juste avant le bonheur, parce qu'il avait eu beaucoup de succès, que c'était un autre genre, mais moi j'arrive pas à voir pourquoi feel good
feel-good, des livres qui font du bien, mais tous les livres font du bien si on lit, c'est parce que ça nous fait du bien. Et peut-être parce que ça finit bien, peut-être parce que ça parle de beaux sentiments, mais je sais pas. Moi, j'ai changé de point de vue depuis que je vous ai lu. Ouais. J'avais tendance à mettre dans des cases. Et donc, je me suis fait engueuler par ma femme parce qu'elle aime beaucoup plus que moi le roman. Elle m'a dit, mais elle l'a lu. Elle m'a dit, mais on a lu ensemble votre livre et puis on avait lu Photorino avant, Mohican, que je vous conseille aussi, qui est un sujet très fort. Les personnages entre un père et un fils avec deux générations de paysans qui abordent aussi la question de l'environnement. Mais elle me dit, mais pourquoi tu ne mets pas Photorino, Mohican dans les romans aussi, des livres qui font du bien, parce qu'ils nous font du bien. Bah oui. Et nous, en fait, la livre qui fait du bien, c'est un livre qui nous aide à réfléchir aussi. Oui, mais il est écrit par un homme. Mais il est Alors moi, écrit c'est ça par qui m'embête peut-être un peu, c'est ce côté feel-good, c'est des femmes qui écrivent pour les femmes, des choses qui... Je sais pas, je trouve que c'est très réducteur. Ouais, Et c'est vrai, moi, tout à fait. je m'y reconnais pas en plus, feel-good, juste avant le bonheur, je plonge la tête du lecteur dans l'eau avant de la ressortir après, mais c'est un sujet très difficile, donc je sais pas, moi je me sens pas appartenir à cette catégorie, et j'ai pas forcément... C'est drôle, hein, le problème français de devoir mettre les gens dans des cases, hein. C'est du polar, c'est pas du polar, c'est du feel good, c'est pas du feel good, mais alors on se met où c'est pareil partout, mais voilà, donc je me sens pas forcément appartenir à cette catégorie-là. Non, mais je pense qu'autant. Mais populaire, oui, populaire, moi ça me plaît beaucoup parce que ça peut être péjoratif pour certains. Ça l'est moins. Certaines émissions sur France Inter. Ah ouais, la scalacule. Mais en tout cas, moi j'en suis très très fière parce que je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui me lisent et que ça fait du bien à beaucoup de gens. Donc tant mieux, tant mieux. Et je commence à dire autrice. Acteur, actrice. Ah oui, auteur, autrice. C'est la... Bah oui, mais c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais acteur, actrice, on n'a jamais dit autre chose qu'actrice. Et c'est la même base en latin. Voilà. Mais il faut tout s'y faire. Hein. Oui, c'est vrai qu'on adapte. On n'a toujours pas de questions? Si. On brûlait de... Non. Est-ce que vous me donnez la permission? Moi, j'ai lu votre livre et m'a tellement touchée que j'ai écrit un poème après. Est-ce que vous me donnez la permission de le lire? Si vous voulez, oui. Merci. Sauf s'il fait 5 pages. Mais... Non, il ne fait pas 5 pages. Et alors, il ne me dévoile rien du livre. Je voulais... Oui, promis, il ne me dévoile rien du livre. Permets-toi, Cécile. Après. Vu qu'elle a lu des extraits. Ah non, puis j'aime, et quand ça me touche, voilà. Il y a des choses qui naissent dans mon cœur, et en plus, vous avez fait la part belle à Bertrand et ses poèmes, et voilà. Et j'espère que ça donnera envie de lire ce livre à beaucoup. La toute petite reine, comme un tout petit air, dans ma tête promène sa musique légère. Sans point de vue tout fait, envolée dans l'histoire, je me pique de trouver les jolies fleurs à voir. Le miel de la douceur qui panse les écorchures, sucre la vie à cœur quand rien ne semble sûr. Le pollen des bonheurs qu'on amasse avec soin, trésor des riches heures qui vous gardent serein. Les sentiers empruntés avec leurs creux, leurs ronces, courage de la beauté de ceux qui ne renoncent. Chair meurtrie sous l'écorce à vif, à découvert, blessure qui s'efforce de guérir en lumière. La force vulnérable, le fragile qui tient, contraires inséparables, trame qui nous soutient. La toute petite reine bourdonne à mon oreille, butine et me ramène la ruche des merveilles. Merci Agnès. Merci à vous. Bravo. J'aime beaucoup la poésie. J'écrivais des poèmes quand j'avais 20 ans et je recommence à en écrire beaucoup parce que c'est très apaisant et c'est très... c'est une forme de méditation quelque part, et puis il y a la musique aussi, la musique des mots. Pour moi, il y a un lien entre la musique, l'écriture. Enfin, quand j'écris, je suis dans une... Déjà, j'écris en musique pour avoir
ce percement et ouais, je pense qu'il faut avoir Enfin, moi, quand l'écriture est poétique d'un auteur, j'adore, ça me berce, quoi. Voilà. J'ai pas de mots, mais c'est... Non, la poésie, c'est... Tout le monde a envie d'écrire de la poésie. Alors, elle est parfois un peu galvaudée, et en même temps, c'est ce qui donne peut-être le plus d'émotion immédiate dans la lecture de la poésie. Comme des chansons. Oui, les chansons, c'est de la poésie. C'est arrivé à tout le monde d'écouter Ferrare, vous citez John Bess, j'imagine que ça fait partie de mon enfance. De votre enfance. Bon, voilà, il y a des... Alors, je voudrais qu'on évoque aussi le petit Pousset. Le petit Pousset, mais j'avais juste 2-3 petites questions rapides comme ça. Oui, allez. Je voulais... quels sont vos auteurs? Est-ce que vous avez un auteur un peu emblématique, un poète, définitif, qui vous accompagne? Ouais, alors j'ai quelques auteurs importants à mes yeux. C'est Anna Gavalda, parce que je pense que c'est un peu elle qui m'a donné envie d'écrire, et qu'ensemble c'est tout. Et elle est d'une poésie d'écriture et de description de la vie assez exceptionnelle. Elle n'écrit pas assez à mes yeux, mais voilà, elle est vraiment importante pour moi. Claude Michelet aussi, voilà, des Griffes au loup. J'ai un passage des Griffes au loup et je l'ai lu quand j'avais 13-14 ans, et je pense que c'est aussi ça qui a semé la petite graine d'écriture au fond de moi avant qu'elle germe des années plus tard. Mais il y a une scène que j'ai imprimée et que j'ai encore dans mon bureau, tellement elle m'a bouleversée au niveau émotionnel. Et sinon après, Fred Vargas, Bernard Minier. Voilà. Fred Vargas, mais j'achète ses derniers romans les yeux fermés. En plus, c'est une belle personne. Là, il a écrit un essai justement sur le climat. Elle est vraiment très très intéressante. Et quand je commence ses livres, je me dis mais comment elle fait pour écrire comme ça? Elle a une écriture d'une fluidité, et puis moi je suis amoureuse d'Adamsberg évidemment. Et voilà, donc c'est vraiment quelqu'un, une autrice remarquable. Et Bernard Minier, j'aime beaucoup aussi. Je le connais un petit peu, mais j'adore. Voilà, ouais, et puis je sais pas, il y a quelque chose. Voilà. Et après je suis très éclectique. Donc là, j'ai découvert récemment Jean-Baptiste Andréa, que je vous recommande, Entre 100 millions d'années et un jour, que j'ai adoré, et Des diables et des saints, qui est extraordinaire. J'ai pleuré de beauté. C'est extrêmement rare, mais j'ai pleuré tellement c'était beau sur la fin. Donc je vous encourage vraiment à le lire. Et en ce moment, je lis quoi? Je lis S'adapter de Clara Dupont-Mono. Et qui, alors je suis au tout début, mais c'est très très fort. Voilà. Elle vient d'obtenir le concours des lycéens. Elle a eu le Féminin, elle a eu le Féminin, un autre, encore un autre. Lycéen, et puis peut-être un troisième. Mais ouais, il a l'air très fort, et voilà, donc je lis pas mal de choses comme ça très différentes. Beaucoup de livres sur la permaculture aussi, puisqu'on a un grand jardin. Mais voilà, je lis beaucoup tout le temps. On n'a pas évoqué votre prochain roman, j'imagine que vous êtes... J'ai commencé à l'écrire. Ouais. C'est la première fois que je commence aussitôt, parce que je suis en pleine sortie de celui-là, mais il s'est imposé à moi et j'avais besoin de commencer, donc j'ai commencé à l'écrire. Voilà. Et là, je reprends, pour info, je suis en train de retravailler, de recorriger un tout petit peu le texte de Marie d'en haut. Parce qu'on va avoir une réédition chez J'ai lu au printemps, et c'est le seul texte où j'ai pas eu vraiment de travail éditorial ni de correction dessus, et ça me tient beaucoup à cœur parce que c'est un texte que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, c'est une histoire qui me tient très à cœur. Oui, mais alors on a évoqué une adaptation cinématographique avec Sandrine Bonner. Ça a failli, ça ne s'est pas fait. J'avais eu la chance de déjeuner avec elle pour en discuter, et puis après, c'est les joies du cinéma, c'est que c'est souvent un problème de moyens, je pense. Et en fait, quand un producteur achète
Il achète un droit d'option qui est valable un certain temps. Et s'il a pas, il peut y renoncer. Et c'est généralement quand il y a, soit on a autre chose en cours, soit on n'a pas trouvé un financement. Voilà. Donc, oui, c'est un problème financier. Donc elle y a renoncé, mais je ne désespère pas. Un autre jour. Alors, Le petit le pousset. petit pousset. Donc, cette histoire du petit pousset. En fait, j'ai écrit le premier album pour enfants, Le petit arbre qui voulait devenir un nuage. Je sais pas si vous l'avez vu. Le petit arbre qui voulait devenir un nuage. Je l'ai proposé à Albin Michel Jeunesse. Et Albin Michel Jeunesse m'a proposé Frédéric Pillot, que je ne connaissais pas, que je connaissais par Lulu Vroumette, que je racontais à ma fille, mais que je ne connaissais pas. Et en fait, il habite à Strasbourg, donc moi j'étais encore en Alsace à l'époque. On a déjeuné ensemble pour faire connaissance, parce que j'ai dit oui tout de suite, évidemment, illustré par Frédéric Pillot, mais quel honneur. C'est un des grands noms. Hein, Et en fait, ça c'est la page de garde. Hein. Oui, mais je ne fais pas tout là. Pour dire, c'est juste la page de garde. Mais il fait des dessins extraordinaires. Et on a déjeuné ensemble et on ne s'est plus quittés. Donc on a fait un deuxième album jeunesse qui est Le Cimetière des Mots-Doux. On a fait les 2 mazettes. Et après Le Cimetière des Mots-Doux, il m'a dit, un jour, on déjeunait ensemble, et il me dit, écoute, mon rêve de jeunesse, depuis toujours, depuis que je dessine, je rêve d'illustrer Le Petit Pousset. Est-ce que tu veux me réécrire une histoire? Et moi, comme je l'aime comme un frère, j'ai dit oui, sans réfléchir. Et après, j'ai repris l'histoire. C'était un vague souvenir des petits cailloux, hein, pour Le Petit Pousset. Et donc, j'ai lu l'histoire de l'ogre qui égorgeait cette fille. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Et les parents qui abandonnent leurs Comment je vais enfants. m'en sortir? Et donc, j'ai pris... j'ai fait un pas de côté et j'ai raconté. Donc, on a été très très fidèles à l'histoire de base. J'ai pas fait Le Petit Pousset 2.0 avec le smartphone et tout ça, c'était hors de question. Donc, on est resté très traditionnel, mais j'ai à la fois mis de la poésie. Donc, j'ai écrit une partie de texte en alexandrin, parce que la poésie ça adoucit tout, même les égorgements d'enfants. Et la posture personnelle des personnages. C'est-à-dire que j'ai fait parler l'ogre, j'ai fait parler le bûcheron, j'ai fait parler la femme de l'ogre dans les émotions, puisque c'est ce que C'est ce que vous savez bien faire, il y a Voilà, un dialogue dans ouais. tous les livres. Voilà, c'est un petit peu mon, entre guillemets, ma marque de fabrique, de parler des émotions. Donc je vais prendre cette posture-là, puisque je me suis engagée. Et en fait, voilà, je lui ai proposé le texte, ça lui a plu, et il a fait des dessins, mais extraordinaires. Et puis c'est des grands formats. Si vous êtes à Paris de temps en temps, il fait une expo à partir du 15 décembre à la Galerie Maguel. Et moi, j'ai une admiration sans faille pour son travail. Redites-nous son nom. Pardon, Frédéric Pillot. Il a sorti aussi Balbuzard le pirate qui est extraordinaire aussi. D'ailleurs, il y avait eu à Épinal pendant les Imaginales, je ne sais pas si certains l'ont vu, mais il y avait un mur d'eau avec l'histoire de Balbuzard le pirate, c'était extraordinaire. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui... C'est une très belle personne aussi. C'est un ami que j'aime énormément. Donc je suis heureuse de travailler avec lui. Et on ne va pas s'arrêter là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je voulais laisser un peu de temps. Une question. Gilbert. Moi, je vais revenir une seconde sur ce que vous disiez au début. Vous disiez que de la solitude naissaient les rencontres. Ce qui est vrai, en général, est une bonne chose pour la société. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a aussi l'exception qui confirme la règle? Moi, je pense notamment à un collègue que j'ai depuis 30 ans qui était vraiment en bourse dans ces points-là, le misanthrope qui n'est pas avec personne et qui vit dans la solitude en permanence. Ça existe aussi dans la société. Ah bien sûr, la solitude existe aussi, bien sûr. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être seuls et qui sont très heureux comme ça. Hein. Je pense que la solitude qui génère des rencontres, c'est quand la solitude est triste, subie et mal vécue. Mais oui, il y a des solitudes. Alors, on n'est jamais vraiment seul, je pense, mais on traverse la vie dans notre solitude, parce qu'on a beau être très bien entouré, les décisions profondes et les réflexions et ça nous appartient et on traverse la vie avec cette solitude-là. Personne ne peut vivre à notre place. Donc en ça, on est tous très seuls. Hein.
Mais après, il y a effectivement des gens qui sont très heureux dans leur solitude, et tant mieux, Oui. s'ils ont trouvé leur Le équilibre. J'avais un jour, parce que j'ai fait des études d'agronomie avant d'être sage-femme, et j'avais une fois fait un stage dans les Pyrénées, et j'avais rencontré un agriculteur, j'en parle tout le temps, mon mari en a marre, parce que chaque fois je cette anecdote, mais... donc lui, alors un exemple de solitude assez incroyable, il avait 500 brebis, et j'avais été le voir dans la montagne, il les trayait à la main. Donc il se levait à 6h le matin, il trayait ses 500 brebis à la main jusqu'à midi, il faisait le fromage de midi à 18h, l'osso irati, et il retrayait le soir de 18h à minuit. Donc il était mais dans une solitude, quoique il n'était pas seul, il avait 500 brebis, mais il était dans une solitude humaine, mais qui lui convenait parfaitement, il était heureux comme ça. Et voilà, donc oui, mais ce qui compte dans la vie, c'est de trouver ce qui vous convient. Moi, je suis très sociale, donc j'ai des amis, j'ai pas 3 amis, j'en ai un certain nombre. Alors, il y en a quelques-uns qui sont vraiment des plus proches, des noyaux durs, des très proches, mais j'ai besoin de contact parce que j'aime ça. Et voilà, il y a des gens qui sont un peu plus sur la réserve et qui sont heureux comme ça. Ce qui compte, c'est de trouver ce qui vous convient. Mais il y a effectivement des solitudes subies. D'autant plus dans notre monde, je pense, parce que plus on a de capacité de communication, plus on est dans une solitude humaine, je trouve. Donc, j'ai presque hâte, alors on en revient à l'écologie, là, mais parce que j'écoute beaucoup de podcasts sur l'écologie, je vous conseille le Green Letter Club, qui fait des émissions vraiment extraordinaires, et j'en ai écouté une sur les métaux et les terres rares et tout ça, et le cuivre. On va bientôt en manquer. On est sur le tout technologie, mais dans quelques dizaines d'années, donc pas dans 50 ans, hein, dans 20-30 ans, il y aura des gros problèmes. Et moi, j'ai presque hâte qu'on soit dans cette pénurie-là pour retrouver l'humain, parce que la machine est en train de couper les humains les uns des autres. Je vais loin dans mon discours, mais je l'assume, parce que je le constate. Maintenant, il y a des machines entre les gens. Oui, voilà. Je reviens sur le fait que vous parlez de solitude et de la solitude, c'est comme vous l'avez dit, c'est un sentiment qu'on a tous et qu'on garde tous tout au long de notre vie, de notre naissance à notre mort. Moi, je sais que je suis loin d'avoir de votre talent, j'en ai conscience, mais moi, quand j'écris, ou que ce soit des poèmes, des essais, des romans, j'ai besoin de cette bulle de solitude. Pareil, j'écris avec de la musique, mais j'ai besoin de cette bulle de solitude pour écrire, pour me concentrer dans des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Parce que quand il y a des gens autour, j'ai l'impression que c'est comme s'ils rentraient dans quelque chose qui ne me regardait pas. C'est comme si... C'est intime l'écriture. Voilà, c'est intime. ça, c'est alors, exactement il y a certains auteurs qui arrivent à écrire dans le café, mais je pense qu'ils sont dans leur bulle quand même. C'est des gens qui ont la capacité de se couper. Et alors c'est pas mon cas, moi j'écris en étant seule, mais je suis pas seule quand j'écris parce que je suis avec mes personnages et en fait je me rends compte que quand j'écris, je me fabrique le monde dans lequel j'aimerais être parfois. Ou des gens que j'aurais envie de rencontrer. Et voilà, donc c'est quelque chose de... différentes sortes de solitude. Il y a la solitude matérielle, vouloir ce qu'on pas du genre, puis la solitude affective. Oui, il y a toutes sortes de solitude. Et quand on se retrouve avec les personnages de nos livres qui se construisent peu à peu, comme on s'imagine, par exemple, il y a des personnages qu'on écrit et qu'au final on n'aurait jamais pensé à les faire comme ça au début et qu'à la fin c'est le personnage parfait alors qu'on voulait qu'il soit totalement à côté. On ne peut pas dire que c'est une forme de solitude. Dans mon cas, je suis d'accord avec vous, quand on est avec mon personnage, on ne peut pas dire que c'est de la vraie solitude. Mais il y a ce côté par rapport à l'humain où quand on est dans notre bulle, certains se disent moi dans mon entourage, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre quand j'écris que j'ai besoin d'être seule. Beaucoup de fois dans ma vie, j'ai besoin d'être seule. Je suis pas quelqu'un de renfermé, de casanière, tout ça, mais j'ai besoin souvent d'être seule pour des raisons que je n'explique pas. C'est comme ça. J'en reviens à ce que je disais, que chacun doit trouver ce qui lui convient, apprendre à dire non aussi, parce que parfois on fait les choses par obligation, à contre-cœur,
Et pour moi, pardon, excusez-moi, je n'ai pas coupé mon téléphone. Oh là là, excusez-moi. C'est bien parce qu'on voulait. On voulait arrêter. On s'arrête là alors. Non. Non, je termine sur un mot, c'est le respect. Le respect, à mes yeux, c'est la chose la plus importante et qui fait que tout devrait pouvoir fonctionner si chacun se respectait soi, respecter les autres et se faire respecter. Et à partir du moment où on a ça, mais se respecter soi, c'est par exemple apprendre à dire non. Mais ça veut dire affronter ses peurs, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté. Si je dis non pour aller à telle soirée, on ne me réinvitera plus. Enfin, voilà. Donc c'est pas si simple, mais la base fondamentale à mes yeux et qui fait que le monde tournerait mieux, c'est le respect. Le respect. Là, il y a plus. Enfin, notre société actuellement, c'est effrayant. Donc, le respect. Si on peut finir sur ça. Le respect, en tout cas, merci. J'avais prévu un petit cadeau. En fait, je vais vous offrir le petit album qui s'appelle Lire, avec une préface de Daniel Pénac. Il y a des petits dessins derrière. Il y a un texte sensationnel qui dit, en définitive, sans dévoiler, mais Pénac qui dit la lecture, c'est lire sur tous les supports, y compris pour les enfants, lire un tract, lire une publicité, lire sur un smartphone, lire un manga, etc. Et c'est ça qu'il dit, il a toujours dit, c'est les fameux 10 commandements du lecteur, qui sont portés aussi par des illustrations. Lire les panneaux. Lire les panneaux, voilà, c'est ça la lecture. Je vous ai donné tous, j'ai fait passer un petit papier, on a quelques rencontres. Mercredi, on reçoit pour Saint-Nicolas une femme qui a écrit la légende de Saint-Nicolas. Enfin, c'est autour d'un chocolat qui est offert par la Chocolat Africa, donc c'est normal donc pour les enfants. Et puis, samedi prochain, à la même heure, Sébastien Passy, Tombé du ciel. C'est un polar que moi j'ai adoré, vraiment petit éditeur lorrain, mais un polar musical. Il est question de Mozart. Et il est question d'une femme médium, de franc-maçonnerie, d'ésotérie. C'est sensationnel. Donc, si vous avez l'occasion, Sébastien Passy, c'est épatant. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez Marie Laforêt, le samedi suivant, le 11 décembre. Évidemment, ça parle de Marie Laforêt, les vendanges de l'amour, quelque chose comme ça. Et Marie Laforêt, on l'appelle la papesse du mouvement vegan. En fait, elle est déodacienne. Oui. Et là, elle sort un album qui s'appelle Ma vie végétale, où il est question de cuisine végane, mais aussi de maison, de bien-être, de déco, de cuisine. Remettez du naturel dans votre quotidien. Voilà, bah écoutez, merci en tout cas. Merci à vous. Agnès, et merci à On essaie d'être organisé, ça paraît.